Bien, bonsoir, je vais me présenter déjà premièrement. Donc, je m'appelle Paul Guillaume, je suis développeur full stack chez Xebia depuis un peu plus de 6 mois. Et je vais vous faire une présentation donc, de JSPM, donc un packager comme vient d'annoncer Antoine. Alors, donc je vais reprendre le graphe qu'on venait d'avoir, que vous a présenté Alban. Donc avec notre fichier index en entrée et nos deux modules, enfin nos deux web components. Donc maintenant, ce qu'on souhaiterait avoir, c'est plus, donc, toujours notre fichier index HTML en entrée, mais qui lui va tirer un seul fichier app.js qui par la suite va contenir tout notre code. Et on ne souhaite plus que ce soit nos fichiers HTML qui contiennent nos JavaScript et nos CSS, mais plutôt l'inverse. Le JavaScript qui tire toutes les dépendances dont il a besoin. Comme ça, on a un meilleur contrôle dans notre code de ce dont on a besoin. Donc avant, quand on voulait importer des scripts, on avait la très vieille méthode via des balises script, mais on était confronté à plusieurs problèmes. Donc on avait l'ordre des imports, parce que par exemple, si vous prenez votre fichier JavaScript de votre application et que vous le mettez avant n'importe quelle librairie que vous importez, vous allez avoir un problème d'import de modules. Le versionning, puisqu'il fallait aller à la main mettre à jour ces versions, et être sûr que si Bootstrap avait besoin de la version 1.11 de jQuery et qu'on avait la version 2, on pouvait être confronté aussi à des soucis. Les variables globales, puisque si on oublie d'importer certains fichiers, par exemple que la moitié de JavaScript et qu'on n'a pas la définition du dollar dans nos fichiers, après Bootstrap qui lui utilise jQuery via le dollar ne le connaissait pas. Et d'autres problèmes encore que je ne citerai point, sinon on en a pour un bon moment. Alors, je vais vous faire juste une petite introduction sur les différents imports de modules en JavaScript, puisque la suite de ma présentation se base donc sur ces imports. Donc le premier, c'est l'import de style AMD, donc qui est un peu complexe et pas très agréable à utiliser, qu'on voit de moins en moins, heureusement. Donc il commence toujours par le mot define, qui prend une fonction, et avec deux paramètres, qui est donc le require, qui nous permet, comme on peut le voir là, d'importer tous les modules dont on a besoin. Donc là, on fait require lodash et on le met dans notre variable. Et export, qui nous permet d'exporter tout le contenu que l'on souhaite de notre module. Donc là, on peut voir qu'on exporte une fonction padleft qui utilise donc lodash. Donc là, c'est voilà, le système AMD qui était un ancien système qu'on voit, comme je disais, un peu moins. Ensuite est venu le module CommonJS, donc qui a été introduit avec Node, enfin par Node.js plutôt. Donc qui lui se base un peu sur la même syntaxe, mais de façon plus simple. Donc on retrouve toujours notre require, mais on n'a plus besoin de wrapper nos modules dans une fonction. Donc là, on peut directement faire require de notre module et le mettre dans notre variable. Et ensuite, il nous faut notre module.export qui contient toutes nos fonctions qu'on nomme et qui peuvent utiliser donc les imports qu'on a fait auparavant. Donc il y a plusieurs façons de noter. On peut mettre nos fonctions à l'extérieur, leur donner un nom et juste faire un module export, soit directement si on n'a qu'une fonction de notre fonction, soit la mettre comme ça en objet et après on peut importer nos modules, enfin uniquement les noms de fonctions qu'on veut de notre module. Donc je passe très vite sur les deux premiers, puisque avec JSPM, on ne va pas utiliser ces imports-là. On va utiliser les nouveaux imports qui ont été introduits via ES6 ou maintenant qu'on appelle ES 2015, vu que JavaScript prévoit de sortir une version par an. Donc si vous voulez en apprendre un peu plus sur les nouveautés qu'amène ES6, je vous invite à venir aussi à la troisième soirée qui aura tout un slot dessus. Et donc là, je vais vous présenter les imports ES6. Donc pour commencer, on peut voir, pour importer un module de façon standard, on fait import, donc ça c'est un mot-clé, le nom qu'on veut donner, qu'on veut utiliser dans
dans notre fichier JS où on se trouve, from et le nom du module. Donc là, on se retrouve déjà dans une convention un peu plus, on va dire, standardisée, comme on pourrait retrouver en Java ou dans d'autres langages. Du coup, les gens qui commencent JavaScript sont un peu plus à l'aise avec ce genre de notation qu'avant faire des require ou des mots-clés qui étaient un peu plus inconnus. Là où c'est un peu plus délicat, après, voilà, on a deux façons d'exporter. Du coup, on va avoir notre premier qui est l'export default. Dans ce cas-là, si on ne dit pas qu'est-ce qu'on veut importer ensuite dans notre module, ça importera par défaut tout ce qui est export default. Donc là, ce sera notre fonction padLeft. On ne peut avoir qu'un export, enfin, les best practices veulent qu'on ait un seul export default par fichier. Et ensuite, on peut faire des exports unitaires, qu'on appelle export nommé, en mettant juste le mot-clé export et notre fonction. Là, on peut voir qu'on exporte une fonction concat. Et ensuite, voilà, on peut donc, avec l'export default, on est comme dans le cas d'une librairie la plupart du temps, donc import le nom de notre fonction qui était export default from notre fichier. Donc là, par contre, c'est pareil que dans les require de CommonJS. Si on ne met pas le point slash, on importe quelque chose qui est via un package manager, donc soit dans notre module, soit là, comme on va voir dans JSPM ou plus tard avec Webpack. Par contre, si on met le point slash ou deux points slash, le système reconnaît que c'est un fichier de notre librairie et il est en fait en fonction de là où on se trouve. Donc il est relatif là où se trouve le fichier. Et ensuite, on a l'import nommé, donc qui se fait via des chevrons. Et là, on peut voir qu'on peut importer notre fonction concat, toujours de notre même librairie. Et là, par contre, on peut chaîner les exports nommés. Donc on va avoir concat, virgule, une autre fonction qu'on aura exportée. Et ensuite, on peut utiliser directement nos fonctions qu'on a importées, avec le nom qu'on a donné dans notre import. Donc je vais m'arrêter là pour les imports. Donc c'est ces imports-là qu'on va utiliser durant la présentation. Et maintenant, je vais vous présenter donc System.js. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc System.js permet en fait de charger tous les fichiers qu'on aura importés via les trois méthodes présentées précédemment. Il ne sert vraiment qu'à cette partie et aussi à différentes sous-tâches, par exemple le live reload, des choses comme ça. Donc je vous donne, si vous le souhaitez, l'adresse de leur repo qui est public. Donc voilà, pour le System.js, vraiment, on va le voir à un seul endroit dans notre projet, c'est au point d'entrée, il permet vraiment de charger notre projet et après de gérer tous les imports qu'on a dans chaque fichier. Mais System.js a besoin d'une configuration qui est un peu lourde, avec un fichier de config, avec les nouvelles versions qui se trouvent encore en bêta, un fichier browser.js pour plus tard je vous présenterai tout ce qui est packaging. Donc c'est une configuration qui est très compliquée puisqu'elle sert, il faut tout lui indiquer, les imports, la surcharge que je vais vous présenter. Donc c'est pas très agréable à utiliser seul. C'est pourquoi ils ont sorti leur propre package manager qui s'appelle JSPM, donc pour JavaScript Package Manager, et qui lui, donc comme je viens de dire, est un package manager, mais aussi peut servir de bundler. Donc il va nous permettre de minifier, de faire différentes tâches sur notre projet. Pareil, voilà l'adresse qui est toute simple. Et je vais vous le présenter un peu plus en détail par la suite. Donc comment utiliser JSPM? Donc la première commande, c'est on a besoin d'NPM, puisque maintenant tous les projets en JavaScript, qu'ils soient front ou back, ont besoin d'NPM. Donc là, on va npm install JSPM, donc comme on a pu voir sur le slot d'Alban juste avant, on a besoin par contre qu'en développement, chose qui est on n'en a pas besoin en production, c'est vraiment un outil qu'on n'utilisera que pendant la phase de développement. Une fois que on voudra mettre notre projet en production, JSPM produira un bundle, donc un seul fichier JS qui contiendra tout notre code, et ce sera tout. On n'aura pas besoin de JSPM une fois en production pour des gains de performance et pas mal d'autres choses. Alors pendant la présentation, je présente la version bêta qui amène des nouveautés. Je ne vais pas présenter énormément de nouveautés puisque
étant donné que les gens, je pense, préféreront utiliser la version stable, mais pour présenter quand même, si vous l'utilisez plus tard, pour comme ça vous aurez une vision de ce que va apporter les nouvelles versions de JSPM. Ensuite, comme NPM, la première commande qu'on fait dans notre projet, c'est un JSPM init. Et pareil que bien sûr NPM, pour ne pas changer, ils vont me proposer différentes questions. Donc on a 3 modes d'utilisation, le quick, le standard, le custom. Pour la présentation encore, on va choisir le quick pour aller gagner du temps, mais en fait c'est juste que en standard, il pose un peu plus de questions sur du versionning et des choses comme ça. Le custom, je ne recommande pas de l'utiliser parce qu'il faut vraiment après soi-même surcharger le fichier de configuration et c'est assez douloureux par la suite souvent. Du coup, il nous demande en question le nom du projet, le local package name comme il l'appelle. Où sont en fait, il va aller dans le package.json et mettre le dossier des sources du projet. Donc par défaut, il propose SRC. Ensuite, c'est pour du bundling, il va demander quelle URL en route on veut sur notre projet. Donc par défaut, il propose le slash comme on peut utiliser assez souvent. Et ensuite, c'est le nom des packages. Et par contre, le dernier qui est très important, c'est JSPM amène par défaut un transpiler. Alors un transpiler, qu'est-ce que c'est? C'est un petit outil qui permet de transformer du code qu'on aura mis en ES6, qu'on aura codé en ES6, comme tout à l'heure avec les imports, et le transformer en ES5. Donc le JavaScript qui est encore actuellement supporté par tous les navigateurs, puisque ES6 n'est pas encore complètement supporté. Chrome a un bon taux d'avancement maintenant, je crois qu'il est à plus de 90% de couverture. Mais les versions telles que IE 9, 10, là par contre, je ne veux même pas savoir combien ils sont. Du coup, par défaut, il amène Babel, qui est le transpiler le plus connu et le plus utilisé. Mais il permet quand même d'utiliser Tracer si on le souhaite, ou TypeScript, qui est une surcharge de JavaScript et qui permet de typer son JavaScript. Donc pareil, sur le 3e slot avec ES 2015, on présente un peu TypeScript, si vous souhaitez en apprendre un peu plus. Ou si on souhaite, du coup, ne proposer aucun transpiler, mais dans ce cas-là, on est obligé d'utiliser, si le navigateur ne le supporte pas, les imports AMD, et c'est tout. Voilà donc pour les questions pour le JSPM init. Après, une fois qu'on a préparé notre projet, on souhaite installer nos dépendances comme avec NPM. Donc là, les commandes sont très similaires. Celle par défaut, c'est le JSPM install Angular. Et par contre, là, à l'instar de NPM, on n'a pas besoin de mettre de --save. Par défaut, il ajoute dans le package.json et dans son fichier de config les dépendances qu'on installe. Pareil, si on fait JSPM uninstall Angular, il les enlève automatiquement. On n'a pas besoin de gérer comme avec NPM. Si je les désinstalle, il faut aussi que je pense à les enlever de mon package.json, sinon la prochaine personne qui fait NPM install va la retélécharger. Là, il le fait automatiquement. Ensuite, JSPM apporte des fonctionnalités supplémentaires. C'est le JSPM install et un nom de repo. Alors, JSPM permet, lui, soit d'aller chercher des dépendances sur GitHub, soit sur NPM. Si on ne le met pas par défaut, il va voir dans les deux et voir laquelle est la plus récente. Enfin, vu que là, on ne donne pas de numéro de version. Par contre, si on lui dit d'aller sur GitHub et d'aller sur tel repo et de prendre le package, ça fonctionne aussi. Donc c'est pratique pour des librairies front, puisqu'elles ne sont pas toutes encore répertoriées sur NPM. Donc c'était un avantage par rapport à NPM pour le front. Mais si par contre on veut lui dire non, je ne veux pas que tu ailles chercher celle sur GitHub, mais celle sur NPM, on peut lui dire aussi. Par contre, étant donné que quand on utilise la version sur NPM,
voire même sur GitHub surtout, on se retrouve souvent confronté à des soucis qui sont je n'ai pas de package.json dans ma librairie, du coup je ne sais pas quel est, enfin JSPM ne sait pas quel est le point d'entrée de notre module, de la librairie qu'on souhaite. Dans ce cas-là, on peut surcharger le package.json et lui dire, en fait, d'ajouter un package.json à la librairie et de dire quel est le point d'entrée de notre librairie. Donc ça se fait via une commande qui est assez simple. C'est juste sur notre JSPM install. Donc là, on est sur GitHub. Ah, cette librairie, elle n'a pas de point d'entrée. Par défaut, il dit un warning. Il dit attention, cette librairie que tu veux installer, je ne sais pas quel fichier il faut que je charge. Dans ce cas-là, on lui met juste un tiret O. Et là, en fait, on fait entre double quotes, on met notre, comme si c'était un package.json. Donc là, on peut retrouver en fait un JSON avec la collade ouvrante, la clé main. Et là, on lui dit, ben là, le fichier d'entrée, il est dans dist et c'est le angular-8-tree.min. Et par défaut, il sait que c'est un JS, donc il n'y a pas besoin de lui donner l'extension. Et comme ça, il sait voilà, où est-ce que se trouve son fichier. On a aussi la possibilité de surcharger d'autres options du package.json, telles que le format, qui nous permet de dire, attention, cette librairie utilise tel type d'import, tel que AMD. On peut lui dire de spécifier. Il y en a très peu besoin, mais ça peut servir dans des cas. Je n'ai jamais été confronté par contre à ce cas d'usage. Alors, avant de faire la démo, je vais juste les prérequis pour utiliser System.js et JSPM. C'est dans notre index.html, donc comme on avait vu sur le graphe, c'était notre point d'entrée. Il y a 3 scripts qu'il faut importer, qui sont JSPM package System.js, donc la librairie de System.js, le JSPM browser.js, qui est un fichier de config pour les navigateurs. Donc ça, c'est sur la version bêta, pardon. Et le JSPM config, qui est vraiment la configuration de notre projet. Et comme vous avez pu, je ne vous ai pas présenté ces fichiers-là, c'est volontaire parce qu'ils sont imbitables. Excusez-moi l'expression, mais vraiment, c'est du JSON avec énormément de références, donc c'est très compliqué à lire. Du coup, je préfère pas vous embêter avec ça. Et on n'a pas besoin en plus d'y toucher, c'est aussi pour ça que je ne le présente pas. C'est JSPM qui s'en occupe. Et ensuite, on fait juste systemjs.import de notre fichier d'entrée, comme on a pu voir sur le graphe. Et une fois qu'on a ça, bon, j'ai passé le code qu'il y aura au milieu, mais une fois qu'on a ça, en fait, c'est tout. JSPM et System.js peuvent fonctionner, en fait. Et je vais donc vous le montrer de suite. Oh, je vais juste... ça. Hop, hop. Alors, non, on peut pas. Donc je vais vous remontrer un peu le code que vous avez déjà, que Alban a présenté un petit peu avant. Donc on a notre index HTML, notre package.json qui était hérité de notre projet de base, et nos 2 modules qu'on peut voir là. Voilà. Donc que j'ai reformaté un peu en un fichier src. Oui, oula, j'ai oublié, pardon, excusez-moi, de passer là-dessus. Voilà. Donc notre package.json qui est vraiment tout simple. Comme on peut voir, j'ai gardé la dépendance HTTP serveur pour démarrer un petit serveur en local. Et toujours les mêmes, à peu près les mêmes configurations qu'avait préparé Alban. Voilà, donc maintenant, pour commencer, donc, comme vous avez pu, je vous ai présenté juste avant, on va juste faire notre npm install JSPM beta save dev. Donc il est un tout petit peu long, puisque JSPM est assez gros en mode développement. Voilà, normalement, on le voit bien apparaître dans nos dev dependencies.
Et on va pouvoir initialiser notre projet. Donc là, voilà, c'est les questions que je vous ai montrées. Donc on va le faire en mode rapide. On garde notre nom de module. Tout est dans SRC, c'était préparé. On est en route. Notre package, c'est le nom de notre projet.js. Et on va utiliser donc Babel pour transpiler. Voilà, alors, je vais juste... Voilà, et c'est là où on voit que JSPM, en fait, s'occupe de tout. Il a donc là mis sa balise dans le package.json pour dire ça, c'est ma configuration. J'ai mes noms, j'ai mon répertoire d'entrée. Et voilà, et j'ai quelques plugins, donc celui de Babel. Hop, ça. Non, voilà. Et on peut voir ici et ici les... je ne sais pas si vous voyez en bas. Ouais. Je vais essayer de le... Ouais, là c'est un peu compliqué. Donc on voit les deux fichiers de config qui ont été générés. Donc je peux quand même vous les montrer. Donc là on voit que déjà sans rien faire, il a mis pas mal de choses. Hop, et le browser, donc là ils sont assez, pour l'instant assez courts, mais je vous les remontrerai à la fin, une fois qu'on aura installé pas mal de choses. Ce sera un peu plus gros. Hop. Alors, ensuite, comme j'ai montré, on va incorporer. Donc là, on pouvait voir qu'on avait toujours notre bootstrap. Donc là, j'avais fait volontairement utiliser un CDN. Et nos deux composants de notre projet. Donc, et notre script src.js. Donc tout ça, on n'en a plus besoin. Hop. Et on va importer nos trois fichiers script. Donc le fichier de system.js, les deux fichiers de config et notre system.js import pour charger notre point d'entrée de notre projet. Voilà. Ensuite, donc là pour l'instant on a juste préparé le point d'entrée de notre projet. Hop. Ensuite on va faire la même chose puisque je vais essayer de retrouver vite fait le schéma. Voilà, on avait donc notre fichier d'entrée qui tirait le .js, mais là, à l'inverse d'avant, on avait nos fichiers JS qui importaient nos deux composants, enfin, toutes les prérequis pour notre composant, donc on va commencer par ça. Du coup, on va prendre notre premier. Donc là, voilà, en avant, on utilisait, vu qu'on les importait directement dans l'HTML, c'était des templates HTML5. Donc là, on n'en a plus besoin, puisque maintenant, ça va être JSPM qui va s'en occuper. Et pareil, notre CSS et notre JS, plus besoin. Voilà pour celui-là. Et le deuxième. Et voilà. Et ensuite, on souhaite donc les importer dans notre JavaScript directement. Donc ici, on fait import. Donc là, c'est des notations par contre que je vous ai pas montré tout à l'heure. Donc si, la première si. C'est là, on veut notre template from. Et là, donc c'est une classe principale. Enfin, c'est un fichier qu'on veut dans notre projet. Donc on met le point slash. Et là, c'est notre slot HTML. Alors, les imports ES6 sont faits pour importer du JavaScript. Là, si on lui dit d'importer ça, le compilateur JavaScript ne va pas savoir exactement ce que c'est pour lui. Donc, JSPM permet de rajouter des plugins qui permettent, là, je lui dis, c'est du texte. Par contre, ces plugins ne sont pas par défaut dans JSPM. Donc, il va falloir l'installer. Mais pour aller plus vite, je vais déjà faire le CSS. Et là, on fait la même chose avec notre CSS. Et là, c'est juste le slash pour dire ne l'interprète pas comme du JavaScript, c'est JSPM qui s'en occupe. Et donc, je vais faire pareil pour mon deuxième composant. From. Hop, donc là, c'est du texte. Et
import de mon CSS. Par contre là je crois que j'ai bien mis le point slash et là j'ai oublié ceci. Voilà, donc là il va falloir rajouter nos plugins. Donc là c'est des plugins JSPM, donc si ça s'installe via JSPM, on fait juste JSPM install. Les deux plugins qui sont connus, qui sont référencés sur le site de JSPM, c'est Text et CSS. Voilà. Ici on est. Et donc là on a importé pour nos deux composants tout ce dont ils avaient besoin. Mais maintenant il faut que dans notre point d'entrée, on puisse les importer aussi. Donc là on va faire import. Étant donné que c'est du JavaScript qu'on veut directement exécuter, qu'on ne veut pas importer en tant que dépendance et après utiliser cette dépendance, par exemple comme sur un service où on pourrait faire, on importe notre service et après on fait service.getName. Là, on veut directement exécuter le code, donc c'est comme un script. Du coup, on peut l'importer directement, hop, tel que, sans faire le import, le nom d'une variable from. Là, quand on fait ça, il va directement exécuter le code qu'il y a dans notre fichier xSlotForm. Et j'importe mon deuxième composant. X. Voilà, donc là, nos deux composants sont importés. Donc, comme vous avez pu le voir tout à l'heure avec sur la présentation d'Alban, là, j'ai enlevé le CDN de Bootstrap, donc la balise script de Bootstrap. Donc là, il n'est plus importé. Donc, il va falloir aussi l'installer. Donc là, pareil, vu que je souhaite que ce soit JSPM qui gère toutes mes dépendances, je fais JSPM install Bootstrap. Et voilà. Et là, on peut voir que donc il a importé Twitter Bootstrap par défaut. Donc comme je ne lui ai pas donné de version, il a pris la dernière version qui est la 3.3.6. Mais Bootstrap dit, moi j'ai besoin de jQuery. Et j'ai besoin de telle version de jQuery. Donc derrière, JSPM a installé automatiquement jQuery en tant que dépendance. Et il a installé la version qu'a besoin Bootstrap. Si nous, sur notre projet, on avait eu besoin de jQuery pour une raison quelconque, on aurait pu installer une autre version de jQuery. JSPM aurait installé la version de jQuery qu'a besoin Bootstrap. Voilà pour ça. Et donc là, étant donné qu'on n'a pas besoin du JS de Bootstrap sur notre projet, on importe juste on va faire notre import. Non, c'est pas celui-là. C'est sûr. Non. Bon, je vais écrire là. Donc c'est import. Donc là, on peut directement donner le nom de la librairie puisqu'il sait où elle se trouve. Après, en fait, je vais vous montrer. Elle se trouve. Nous, on veut là. Donc là, il n'y a pas besoin d'aller lui dire c'est ça. Et Bootstrap, il sait qu'elle est ici. Et nous, on veut le CSS, donc il faut aller là. On va directement utiliser le CSS compilé par Bootstrap, donc il est dans dist CSS, et on va lui prendre le fichier CSS qui s'appelle si j'oublie ça, bootstrap.css. Voilà, et comme c'est un CSS, il ne faut pas oublier de lui dire que il faut utiliser le plugin. Voilà. Du coup, ça c'est bon. Et maintenant, on peut faire notre npm start. Donc là, voilà, ça a démarré le serveur. Et normalement, si tout se passe bien, on a notre projet tel qu'on l'avait juste tout à l'heure. Donc là, normalement aussi, on devrait pouvoir avoir, si on met Aurelia, dans la soirée des frameworks, on le voit apparaître. Donc là, on est revenu au même niveau qu'on avait avec NPM, tout avec JSPM. Alors vous me direz que si on peut faire la même chose que NPM, quel avantage? Alors comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure, on peut en plus
packager et bundler son application. Mais on peut aussi transpiler, en plus de l'ES6, du SCSS par exemple, ou du LESS. Donc pour ça, nous là, vu que Bootstrap permet d'utiliser à une version SaaS ou LESS, on voudrait utiliser la version SaaS par exemple, pour plus tard importer, enfin utiliser que des parties de Bootstrap, ou même réutiliser des fonctions de Bootstrap et les surcharger plus facilement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc, on va arrêter le serveur déjà, et on va installer notre plugin pour transpiler le SCSS, donc qui s'appelle SCSS égale SaaS. Donc l'avantage, c'est qu'avec ça, on n'a pas besoin d'installer, puisque la version par défaut de ça, il faut installer Ruby pour transpiler le SCSS ou le SaaS en CSS. Là, il n'y a besoin de rien. En fait, maintenant que Node a sorti une version Node SaaS, JSPM utilise cette version-là. Et on va utiliser la version que met à disposition Bootstrap, puisque par défaut, ils ne donnent que le LESS, mais ils ont fait une version SaaS qu'ils utilisent aussi, qui est Bootstrap SaaS. Comme NPM, on peut, je vais essayer de descendre, je vais faire autre chose pour que les gens du fond puissent voir. Comment c'est? Voilà. On peut faire installer plusieurs plugins à la fois. Donc là, on voit que j'installe le plugin SCSS et la librairie Bootstrap. Donc on installe, et pendant que ça installe, parce que là on peut voir il y a beaucoup de choses qui remontent avec, voilà, pendant que ça s'installe, je vais moi rajouter donc maintenant un dossier qui s'appelle style dans mon dossier SRC donc, et un fichier SCSS qu'on va appeler app.css. Et à l'intérieur, je vais faire mon import de SCSS. Donc ça, je vais cacher ça. Donc là, étant donné qu'on utilise le plugin qui va transpiler, JSPM recommande de rajouter JSPM 2 points pour que dans les cas où on peut avoir l'installation à la fois dans notre module si on l'oublie, ou dans JSPM, il sait que là, il faut aller chercher dans c'est JSPM qui doit s'occuper de l'import. Et du coup, il transformera en fait tout le contenu de ce fichier dans notre fichier SCSS. Et comme on avait aussi un petit peu de style dans notre HTML, on va supprimer ça et le mettre dans notre fichier SCSS. Et maintenant, donc comme on a pu faire pour Bootstrap, ben là on n'en a plus besoin ici. On va importer notre fichier SCSS qui devient notre point d'entrée pour tout notre style dans notre application. Donc pareil, il faut juste ajouter le point d'exclamation à la fin de notre import pour dire c'est le plugin qui s'occupe de cet import et que ce n'est pas du JavaScript. Et voilà, et normalement, si tout fonctionne bien, en faisant un npm start, on a, et là, alors là par contre, je vais vous montrer. Tac. On peut voir que c'est très très long et on peut voir énormément de fichiers se charger. Pourquoi? Parce que là, par défaut, il importe tous les fichiers CSS de Bootstrap et vu le nombre qu'il y a, ça ralentit énormément les imports. Par contre, voilà, on a notre application qui fonctionne toujours avec toujours notre style qui est chargé donc des fichiers CSS comme on peut voir. Hop. Alors là, on a voilà, notre fichier. C'est vrai que je n'ai pas montré avec Chrome sur les consoles de debug. On peut avoir, enfin avec JSPM dans Chrome, on peut avoir donc notre fichier
non transpilé, comme on peut le voir tel qu'il est. Donc on voit bien qu'on importe notre fichier, notre CSS via app.css ainsi que nos deux modules. Et on a la version transpilée par Babel, où on voit que là, voilà, notre code est un peu différent, où il enregistre tous nos imports. Donc ça, c'est le code qui est utilisé par les navigateurs pour que tous les navigateurs le comprennent. Donc maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est résoudre ces temps de chargement, puisqu'en production, c'est inadmissible d'avoir un temps de chargement, même en développement, aussi long que ça. Et donc, on va, sans plugin, puisque là, c'est la version par défaut de JSPM qui le propose, dans notre package.json, rajouter un ou deux scripts. Donc là, j'en rajoute deux pour montrer les différentes façons. Donc le premier, c'est le script de bundle par défaut. Donc c'est celui qu'on va utiliser en développement. Donc quand on fait npm run bundle, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lancer JSPM bundle de notre fichier application.js. Étant donné que c'est notre fichier d'entrée, il va tirer tout ce dont il a besoin dans notre application. Alors, avec une option qui est le -wid. Donc, le W, c'est pour le watch, puisqu'en mode développement, c'est agréable quand même que quand on modifie notre code, on n'a pas besoin d'arrêter notre serveur, le redémarrer pour que les modifications soient prises en compte. Le I, en fait, c'est à la fois, c'est avec le watch. Dès que le watch va dire là, un fichier a changé, ben, je réinjecte le code dans le navigateur, puisque ça, par défaut, NPM ne peut pas le faire. Il faut soit utiliser donc JSPM comme on le voit là, soit plus tard comme on va vous présenter Webpack. Et le D, c'est pour dire qu'on est en mode développement. Donc toutes les variables d'environnement par défaut vont être en mode développement. Alors avec la version que j'utilise en bêta, on a et le plugin, il n'est pas là, il est un peu plus bas, le plugin qu'on utilise texte. Donc là, comme vous pouvez voir déjà dans le package.json, voilà tout ce qu'a fait JSPM par défaut et qu'il faudrait faire à la main si on n'utilisait que le System.js. Donc c'est un peu gros. Mais avec voilà, alors, comme je disais, avec la version texte et JSPM bêta, ils ont un petit souci depuis une semaine et la génération des source maps ne peut plus fonctionner. Du coup, j'ai dû m'adapter en skippant les source maps. Mais là, étant donné que JSPM par défaut maintenant propose à la fois le code transpilé et non transpilé, on peut toujours débugger avec le code non transpilé. Donc ça fonctionne toujours. Mais c'est quand même agréable en production d'avoir le source map quand on veut voir à quoi correspond notre code. Et ensuite, donc, la version bundle pour la production, qui fait directement JSPM bundle sans les options, et qui là donc va produire notre fichier qui contiendra tout notre code. Par défaut, là je ne l'ai pas précisé, mais on peut lui donner notre chemin de destination. Donc lui dire, on veut que ce code aille dans un dossier dist /js par exemple, ou /bundle.js. Comme ça, il va tout nous mettre dans ce fichier-là. Pareil pour la version production. Mais là, pour l'instant, par défaut, donc si on ne lui met pas, il va créer à la racine un fichier build.js. Donc là, pour faire simple, j'utilise ce fichier-là. Du coup, non, j'y suis déjà. Dans mon fichier index, j'ai juste à rajouter une balise script qui pointe sur le fichier build.js qui va être généré donc, par notre commande JSPM bundle. Et c'est tout. Là, il ne faut absolument pas changer le point d'entrée parce que, en fait, dans la config, JSPM lui dit non, je te génère un fichier, mais je garde quand même l'arborescence dans mon code parce que pour les imports d'images ou de fichiers relatifs, comme notre CSS par exemple ou notre HTML, s'il met tout ensemble, l'arborescence est perdue et les imports ne pourront plus fonctionner. Donc en fait, on a juste à rajouter cette balise script et comme on va pouvoir le voir, j'arrête mon serveur, je fais un npm run
bundle. Donc là, on voit qu'il lance la commande comme j'avais mis dans mon package.json. Et là, on voit qu'il fait... Ah, il allait un peu plus vite que moi. Ah. Voilà, on voit qu'il dit building de bundle tree. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que JSPM, en fait, fait du tree shaking. Alors le tree shaking, qu'est-ce que c'est? Par exemple, si je reviens sur mes slots de tout à l'heure, enfin ma présentation ici, hop, voilà, pour que tout le monde puisse voir. Là, j'ai fait un export default et un export de concat. Et derrière, j'ai importé les deux. Mais si jamais, là, j'importais pas ça et que je n'avais pas cette fonction, derrière, en fait, on a ici créé du code qui n'est exécuté nulle part dans notre application. Et au moment du bundle, JSPM lui dit « Ah, ce code n'est utilisé nulle part, ça ne sert à rien de le mettre dans mon fichier destination à la fin, ça fait perdre en performance, ça fait du code inutile. Dans ce cas-là, je ne le mets pas dans mon bundle. » Du coup, il sait directement qu'est-ce qui est utilisé dans notre application et il va mettre dans notre fichier de bundle uniquement ce qui est utile dans notre application. Chose qui est quand même pas mal par rapport à ce qu'avant Grunt ou quoi, qui chargeait tout, ou Gulp, il fallait lui dire expressément quel fichier ou quoi on ne voulait pas utiliser. Là, on n'a plus besoin. On lui dit, tu prends ton fichier d'entrée et c'est toi qui t'occupes de qu'est-ce qu'il faut mettre en sortie. Voilà, donc là, comme on peut voir ici, alors là c'est un peu bas, ouais, il dit qu'il watch donc, le dossier SRC pour tout ce qui change. Donc on voit, en fait, c'est le watcher. Et donc, à côté de ça, on va faire toujours notre npm start. Et là, normalement, c'est instantané. On a chargé tout notre contenu en 4 fichiers, en fait. Et là encore, on est en mode dev, donc on importe toujours JSPM, browser et config qui n'y seront plus en mode production. Et notre projet, enfin notre application, hop, fonctionne toujours. Et on peut voir dans nos sources, maintenant, qu'on a vraiment tout. On a un seul fichier, en fait, on n'a plus notre dossier SRC comme on avait avant. On a tout qui est dans build.js. Donc là, malheureusement, vu qu'on n'a plus les source maps, on n'a pas et qu'on est en mode développement, tant qu'ils n'ont pas réparé leur erreur, on n'a pas le code source à côté pour débugger. Quoi. Donc, c'est un peu problématique tant qu'ils n'auront pas résolu ça, mais il y a une PR déjà qui est sur GitHub et ils sont en train de la traiter. Donc ça devrait arriver rapidement. Mais voilà donc pour les principales fonctionnalités de JSPM. On peut faire beaucoup d'autres choses avec. Il y a énormément de plugins qui arrivent puisque la communauté en rajoute, je ne dirais pas tous les jours, mais toutes les semaines on voit de nouveaux plugins qui arrivent. Donc on peut vraiment faire énormément de choses. Et là, par exemple, on a vraiment besoin nullement sur un projet, on va dire, classique qui ne fait pas pour un projet front standard, si on n'a pas besoin énormément de choses, on peut se passer de Grunt ou Gulp maintenant. Parce que là, par exemple, on a aussi des plugins comme... hop, je vais reprendre où j'en étais, voilà. On a différents plugins, comme on a vu le CSS, le texte pour importer du HTML ou autre. Le JSON aussi, pour importer directement du JSON dans notre code, ou dans notre code. Le plugin SSS, SAS, c'est vrai que je n'ai pas mis less, mais il y a less, il y a même d'autres choses. Le hot reloader, qui maintenant est intégré de plus en plus dans JSPM version bêta, puisque avant il fallait, tout ce qui est en mode développement, il fallait faire manuellement. Donc il fallait importer un plugin en plus et le faire. Là, après, c'est le hot reloader, donc par exemple, il faut wrapper en fait son point d'entrée et il va réinjecter automatiquement notre code quand il est modifié, etc. Donc après, on a comme plugin, on a la minification, le glyphication, toutes les choses comme on a pu voir tout à l'heure aussi avec NPM,
qui peuvent se faire directement, sauf que là, on n'a pas besoin, on a vraiment juste JSPM, Uglify par exemple, et ça fait le tout. Voilà, si vous avez des questions.